Bonjour à tous et à toutes. Je viens d'enregistrer une première fois cette vidéo. Il n'y avait plus assez de place sur mon ordinateur. Donc ça n'a pas fonctionné. Ça durait 30 minutes. Alors je ne sais pas encore si ça va faire un peu comme une répétition avant l'original qui sera beaucoup mieux, ou si j'aurai la flemme d'être aussi précise que dans la première prise. J'espère que non. Ce que j'ai expliqué du coup, c'est que j'avais prévu une série de 2 vidéos consacrée à un bilan de mes lectures de l'année 2020. Comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup lu en 2020 étant confinée et j'ai fait énormément de découvertes parce qu'en général je lis des choses qui m'ont été recommandées ou des choses dont je sais qu'elles me plairont à l'avance, donc je prends peu de risques. Et de fait, j'ai essayé de faire une liste des auteurs et autrices découverts en 2020, c'est-à-dire pas des auteurs et autrices que j'avais déjà lus, mais juste les nouveaux. Et ça faisait déjà une sacrée liste. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que cette première vidéo, je vais la consacrer aux essais et à la poésie, et la prochaine vidéo, je la consacrerai aux écrits plus fictionnels. Alors bien sûr, dans le champ contemporain, cette partition par genre peut parfois montrer des limites, il y a une forte porosité, ce qui fait que par exemple ce premier texte, auquel j'ai déjà consacré une vidéo de 15 minutes, donc je vais pas le commenter en long et en large. Donc ce premier texte est déjà un cas limite, hein. Dans la vidéo de 15 minutes, j'explique qu'on sait pas trop si c'est un essai journalistique, un journal de deuil, une biographie ou plus largement de la littérature d'enquête. C'est un peu tout à la fois. De toute façon, je comptais pas en parler, donc je le remontre juste. Rosa Montero, l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir. À la fois biographie de Marie Curie, journal de deuil à partir du petit journal de deuil tenu par Marie Curie après la mort de Pierre et journal de deuil de l'autrice. Et puis essai journalistique sur la place des femmes dans la recherche scientifique, sur l'effet Mathilda, donc le fait que souvent les femmes scientifiques se voient spolier leurs découvertes, et sur la place des femmes dans la société espagnole contemporaine. Voilà. Pour... Enfin non, juste un petit mot. J'ai lu peu d'essais cette année, mais j'en ai lu quelques-uns formidables. Et notamment celui-là qui m'a été offert pour mon anniversaire, qui s'appelle Les doigts coupés, une anthropologie féministe de Paola Tabet. Alors Paola Tabet, c'est une anthropologue italienne qui a beaucoup travaillé en France avec les féministes matérialistes des années 70 qui étaient réunies par la revue Questions féministes. Donc on peut penser à notamment Christine Delphi, Nicole Claude Mathieu et Monique Wittig qui travaillaient avec elle. Et dans cet essai-là, qui est paru en 2014 en Italie sous le titre L'Edita Tagliate et en 2018 en France, elle a essayé de réunir ses travaux principaux autour de 4 chapitres pour en fait faire une synthèse de ses travaux à destination d'un grand public. Il ne s'agit pas de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire que ce sont des essais anthropologiques, vraiment. Mais c'est malgré tout un travail de synthèse pour rendre le tout accessible. Alors Paola Tabet, elle a une œuvre très importante. Elle a appliqué en fait le paradigme féministe à l'anthropologie. Moi j'aime énormément l'anthropologie, j'en ai lu pas mal il y a quelques années avant de commencer ma thèse, notamment parce que j'ai des amis anthropologues. C'est une science, enfin une pratique scientifique qui est très intéressante. Et en fait, ce qui est génial, c'est que la production de données en anthropologie est, il est possible de la réinvestir. Et c'est ce que fait par exemple Paola Tabet ici. Elle s'appuie sur ses propres terrains, mais elle s'appuie aussi sur des terrains parfois anciens, notamment, il me semble, des terrains de Lévi-Strauss, de Godelier. Et en fait, elle les réinvestit du coup avec un autre regard. Elle leur fait dire des choses qui n'avaient pas été dites par les premiers anthropologues qui avaient travaillé dessus. Donc elle a plusieurs grosses idées. Celle qui est la plus connue, c'est la notion d'échange économico-sexuel. Paola Tabet essaie de prouver qu'il existe un continuum entre les activités de prostitution et en fait le mariage.
avec plein de positions intermédiaires, mais que dans tous les cas, les femmes, dans toutes les sociétés du monde, échangent leur travail sexuel et reproductif contre des ressources auxquelles elles n'ont pas accès à cause de la répartition genrée des rôles. Que ce soit des protéines ou une protection juridique, peu importe. Et ce qui est original là-dedans, c'est déjà un peu vulgarisé, mais c'est que ça permet de ne plus établir un partage net entre la maman et la putain, mais de montrer qu'en fait ce sont les deux faces d'un même rapport entre les genres. Voilà. Donc c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qui m'a le plus intéressé. Il y a aussi tout un chapitre sur la manière dont, en fait, dans toutes les sociétés humaines, ce sont toujours les hommes qui régulent la reproduction. Donc le travail reproductif des femmes, à quel moment de la vie on se reproduit, à quelle fréquence, comment est-ce qu'on le fait, qui élève les enfants, etc. Donc elle parle de reproduction forcée. Mais moi, le chapitre que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est le chapitre 3 qui s'appelle « Les mains, les outils et les armes », où en fait, elle montre, à partir de plein de sociétés différentes, et même des sociétés contemporaines, que dans toutes les sociétés, on a une répartition genrée des tâches qui fait qu'en fait, les femmes ont des tâches plus longues, plus répétitives, plus fatigantes, et ont des outils moins développés technologiquement pour les mener à bien. Elle parle notamment en fait d'une société où les femmes, pour faire je sais plus trop quel type de cueillette, ont des espèces de longs bâtons, elles fourragent et c'est très très fatigant, alors que les hommes ont des outils beaucoup plus développés. Et encore aujourd'hui c'est le cas, si on y regarde de près, les femmes souvent utilisent leurs mains ou des choses vraiment très rudimentaires pour cuisiner, pour faire le ménage, pour faire des métiers qui sont très féminins aussi, il y a peu d'outils, voilà. Mais du coup, elle s'interroge aussi sur les conséquences de cela. Les conséquences, c'est qu'en fait, comme les femmes travaillent plus longtemps pour le même rendement, et qu'elles travaillent à des choses qui sont plus répétitives, donc plus abrutissantes et aussi plus fatigantes, en fait, elles n'ont pas comme les hommes du temps pour le reste, c'est-à-dire la politique, la création artistique et les loisirs. En tout cas, elles ont moins de temps pour ces choses-là. Ce qui expliquerait, selon elle, c'est circulaire, c'est un peu la poule et l'œuf, mais ce serait lié au fait que dans nombre de sociétés, les femmes aient eu tellement de problèmes à avoir accès au pouvoir politique, à la création artistique, ou tout simplement aux loisirs de détente. Et ça, pour le coup, c'est quand même une piste qui est très forte. Alors moi, j'aime beaucoup en fait la prolifération de production, de ressources et de données féministes qu'il peut y avoir aujourd'hui à travers des revues, des podcasts en ligne. Mais je trouve que c'est quand même important de temps en temps de lire des essais un peu plus durs et un peu plus théoriques pour ne pas réciter un bréviaire militant. En fait, moi quand je lis Paola Tabet, tout d'un coup, j'ai une grille de lecture différente des faits sociaux, qui est hyper efficace et que je peux réinvestir tout le temps. Quand j'ai écouté par contre l'énième épisode de tel ou tel podcast, c'est un peu moins le cas. Donc je vous encourage vivement à aller vers ce type de texte, d'autant plus que c'est vraiment, vraiment très accessible, Paola Tabet, en tout cas ce texte-là. Ensuite, là je vais parler de 2 essais lus pour ma thèse. D'abord L'âge des cénacles, de Anthony Glinoer et Vincent Lenné. Le sous-titre, c'est Confraternité littéraire et artistique au XIXe siècle. Alors ce livre, j'ai une longue histoire avec lui parce que la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais en Master 1, je crois, et je suivais un séminaire de Michel Murat consacré aux représentations de la vie littéraire à l'intérieur de la fiction romanesque, notamment au XIXe siècle. Il avait invité les 2 auteurs de cet essai à venir en parler. Alors en fait, ce qu'ils expliquent dans l'essai, c'est qu'au XIXe siècle, la forme de sociabilité littéraire par excellence, c'était vraiment les cénacles. Tous les grands mouvements littéraires
et artistiques du 19e siècle, que ce soit le romantisme, le parnasse ou le symbolisme, se sont vraiment développés dans les cénacles. Qu'est-ce que c'est un cénacle ? En fait, c'est une réunion d'hommes, et je dis sciemment hommes parce que les femmes en étaient explicitement, consciemment exclues. C'est une réunion d'hommes qui se réunissent entre pairs. C'est pas comme les salons où en fait on va avoir des mondains, des artistes, des journalistes, des industriels, voilà, tout mélangé. Dans les cénacles, il n'y a que les artistes ou les écrivains. Donc des hommes qui se réunissent autour d'une doctrine esthétique, parfois d'un maître, d'une personnalité dominante comme Victor Hugo par exemple. Et en fait, qui vont former un groupe où ils vont se lire ce qu'ils écrivent, échanger autour d'idées esthétiques. Et finalement, ce sont souvent des rampes de lancement vers ensuite le succès et la reconnaissance littéraire. Avec en fait des instances de légitimation autonomes à l'intérieur du cénacle. Donc sans être encore publiés, ces gens-là se lisent et puis s'entrevalident, etc. Et moi j'avais utilisé déjà ce livre dans le cadre de mon mémoire de Master 2, dans lequel je comparais un petit forum d'écriture poétique internet qui s'appelait l'Arche des Bisous, qui s'appelle toujours l'Arche des Bisous, mais qui n'est plus actif, mais qui est archivé. Et je me disais en quoi cette forme de sociabilité-là, sur un forum internet avec un groupe de jeunes poètes, peut ressembler au cénacle du 19e siècle, et puis en fait, qui était presque la même chose, du point de vue sociologique. Et bon, à l'époque j'étais un peu flemmarde, donc j'avais lu que l'introduction qui est déjà très très dense et très intéressante. Là je l'ai lu en entier pour ma thèse. Et il y a un chapitre notamment à la fin très très intéressant sur la manière dont à l'intérieur d'un corpus écrit il y a des représentations fictionnelles du cénacle, que ce soit dans les journaux intimes d'écrivains, dans les correspondances privées, dans les romans, etc. En fait, on a beaucoup écrit sur les cénacles. Et pourquoi en fait ce livre est la première grosse somme rigoureuse scientifique sur les cénacles? Pour une raison très simple, c'est que les écrivains du 19e siècle ont développé toute une mythologie de la création en solitaire. Donc l'artiste qui se fait tout seul, le mage romantique, etc. Très éloigné de l'idée qu'en fait la création est collective, plurielle, etc. Et donc ils ont un peu effacé de la mémoire collective la forme cénacle, alors même que quand on en fait rigoureusement l'histoire, et je peux vous dire que c'est un travail qui est extrêmement sourcé, tous ces mouvements-là esthétiques se sont vraiment forgés dans les cénacles. Alors ce qui se passe aussi après, c'est que souvent, dès que certains membres du cénacle commencent à avoir du succès auprès du public, les cénacles se disloquent parce que le succès ne touche jamais tout le monde à la fois. Et ça crée des jalousies, des tensions. Ceux qui ont du succès n'éprouvent plus le besoin de forger leurs armes auprès de leurs pairs. Et du coup, en fait, c'est une forme qui ne peut pas s'institutionnaliser, le cénacle. Il ne peut exister aussi longtemps que ses membres ne sont pas allés à la rencontre du public. Voilà, c'était l'idée. Donc vraiment très très bon bouquin. Puis si vous aimez en fait la littérature ou même la peinture du 19e siècle, c'est d'une richesse incroyable. Vous allez recroiser tous vos chouchous. Et donc, lecture qui allait un peu de pair pour moi et rencontre avec Bourdieu, donc les règles de l'art, genèse et structure du champ littéraire. Bourdieu, dans cet essai qui est vraiment le gros classique de la sociologie de la littérature, étudie comment, au XIXe siècle, progressivement, le champ littéraire va s'autonomiser, c'est-à-dire se doter d'instances de reconnaissance interne. Parce qu'avant le XIXe siècle, qui décide en fait de ce qui est bon, ce qui est pas bon en littérature, ce qu'on doit sauvegarder, ce qu'on doit récompenser? Tout un tas de gens, mais qui sont pas internes au champ littéraire. Des mécènes, des seigneurs, des puissants, mais qui sont pas des écrivains eux-mêmes. Et au XIXe siècle, il explique comment ça se passe structurellement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui lisent et qui écrivent, il y a
plein de gens issus de la petite bourgeoisie provinciale qui montent à Paris et qui adoptent des petites professions liées au monde de l'écriture, donc journalisme, roman feuilleton, petits jobs de correction, etc. Et du coup, en fait, à partir de ces gens qui sont assez précaires généralement et qui vont former ce qu'on appelle la bohème, on va avoir des choses qui vont se passer et peu à peu, ces gens-là vont se doter d'institutions internes. Pas vraiment d'institutions parce que c'est très faiblement institué comme champ, c'est un champ très déséquilibré où en fait les valeurs aussitôt formées sont déboulonnées par la nouvelle avant-garde. Donc c'est très difficile de rester un classique tout le temps, enfin de rester sur le devant de la scène tout le temps. Et ce qui montre et qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de très paradoxal dans le champ littéraire, c'est qu'il y a 2 pôles. Et donc il y a un premier pôle, ça va être le pôle dominant économiquement, donc par exemple la littérature de plage, industrielle, voilà. Donc, et ce pôle dominant économiquement est aussi dominé symboliquement. Donc il n'est pas du tout reconnu à l'intérieur du champ comme étant de qualité. Et vice-versa, le pôle dominant symboliquement est dominé économiquement. Donc ça va être la littérature d'avant-garde, expérimentale, de recherche. Et il y a tout un continuum entre les deux, évidemment. Et des tensions, et voilà. Et en fait, quand on y regarde de près, c'est très juste. Aujourd'hui, les écrivains qui sont rentrés dans l'histoire littéraire, c'est ceux qui étaient les plus dominés économiquement au XIXe siècle, et vice-versa, les dominants économiquement, on s'en rappelle à peine, à part pour quelques exceptions, notamment le vaudeville, qui est le théâtre de vaudeville qui est revenu un petit peu en force, me semble-t-il. Et cette partition est intéressante aussi parce qu'elle permet de comprendre les stratégies éditoriales. En fait, globalement et très schématiquement, une maison d'édition a 2 stratégies possibles. Une stratégie qui consiste à valoriser la nouveauté. Je sors le bouquin de la rentrée, il va se vendre beaucoup, gros volume, gros tirage pendant 1 an, mais dès l'an prochain, je ne vais plus faire de nouveaux tirages. Je ne le revendrai plus. Je pense qu'on voit tous à peu près de quoi je veux parler, c'est encore le cas aujourd'hui. Et il y a la stratégie inverse qui est ce roman-là qui est plus expérimental, plus complexe, je vais faire un petit tirage, je ne vais pas beaucoup en vendre, mais j'en vendrai encore l'an prochain. Donc ça c'est la logique du fond. Et l'année d'après, l'année suivante, et dans le meilleur des cas, j'en vendrai encore dans 50 ou 100 ans. Et en fait, sur le plan économique, ce qui montre aussi Bourdieu, c'est que finalement, il y a soit cette logique du profit à court terme, mais il y a aussi une logique du profit à long terme. Finalement, Baudelaire, qui a quasiment rien généré sur le plan économique de son vivant, aujourd'hui, c'est un des auteurs qui a rapporté le plus d'argent au champ littéraire et aux éditeurs de tous. Les Fleurs du Mal, on en vend à la pelle tous les ans, notamment grâce à l'institution scolaire. Et en fait, ces profits à long terme sont souvent rendus invisibles, comme s'il y avait une incompatibilité entre la rentabilité, l'argent et la création artistique de qualité. Alors qu'en fait, sur le long terme, c'est pas parce que des profits sont rendus invisibles parce qu'ils auront lieu dans longtemps qu'ils n'existent pas. Enfin bref, Bourdieu, ça fait partie de ces auteurs, comment dire, vous avez l'impression de mettre des petites lunettes et de plus pouvoir les déchausser. Parfois c'est un peu pénible. Il fait ça à beaucoup de gens et dans beaucoup de domaines, hein, pas simplement quand il parle du champ littéraire, je veux dire, la sociologie bourdieusienne est indéboulonnable. Mais aujourd'hui, quand par exemple je vois qu'un écrivain a refusé un prix prestigieux, tout de suite Bourdieu me vient en tête et je me dis ah en fait c'est une stratégie plus ou moins consciente qui consiste à se dire que recevoir un prix ça fait tout de suite comme si on était vieux parce que c'est les vieux qui sont institués. Or on a tout intérêt quand on est dans le pôle dominant symboliquement à avoir une excise de jeunes, donc à ne pas accepter les prix même si ça a l'air contre-intuitif sur le coup. Et voilà, donc maintenant pour Dieu quoi. Maintenant je vais passer à la poésie et je vais commencer par Argent de Christophe Hanna que j'ai lu au début de l'année. Et alors
Argent, quand on ouvre argent, on a du mal à se dire que c'est de la poésie en fait. On se dit pourquoi. Il y a des petites photos, il y a des petits mails. Alors en fait, c'est de la poésie dispositive. Ici, le dispositif consiste dans une enquête qu'a menée Christophe Hanna pendant quelques années dans son entourage proche ou moins proche, pour savoir en fait combien les gens gagnaient et quel était leur rapport à l'argent. Et pour ce faire, il a interrogé beaucoup de gens issus des sphères culturelles, donc des poètes, des écrivains, mais aussi des gens qui travaillent dans la culture. Et ensuite, ce qu'il a fait, je vous montre le sommaire parce que c'est assez original, je ne sais pas si on le voit. Il les a classés et répartis par tranche de revenus. Donc on part de 200-400 et on arrive à plus de 4000, donc euros par mois, net. La tranche la plus représentée, c'est 1200-1400. Alors j'ai envie de dire forcément, le milieu culturel, c'est pas forcément celui qui rapporte le plus. Et on commence, donc je vais vous montrer cette page parce que vous allez voir comment fonctionne la construction pseudonymique. On commence avec Christophe 254, donc le prénom de la personne, et en chiffres, le revenu en net de cette personne par mois. Christophe 254, c'est Tarkos. Ce sont les droits d'auteur qu'il génère à sa veuve tous les mois. Le poète Christophe Tarkos, alors c'est la seule personne décédée du livre. Voilà. Alors ce qui est hyper intéressant avec les œuvres dispositives, c'est que ça produit des effets de sens qui ne sont pas dans le texte. À aucun moment Christophe Hanna ne produit un commentaire... Enfin, il prend pas de la hauteur à un moment pour dire je pense ceci et cela de ce qui m'a été rapporté. Non. Juste il produit son dispositif, il rapporte un petit peu, il commente ce qu'il a appris au cours de ses enquêtes. Et puis à nous, lecteurs ou lectrices, de produire l'intelligence du texte. Et moi, ce que j'ai remarqué, alors un autre lecteur ou une autre lectrice aurait peut-être remarqué autre chose, c'est que finalement, à peu près quelle que soit la somme gagnée tous les mois, sauf pour les personnes les plus précaires par exemple, le discours ne varie pas. Tout le monde a l'impression d'avoir un revenu à peu près correct, mais de manquer un petit peu pour être à l'aise. Et ça, c'est la même chose qu'on gagne 900 € par mois ou 3500 € par mois. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les univers matériels changent. On ne vit pas dans les mêmes types de superficies. On ne scolarise pas ses enfants dans le même type d'établissement scolaire. Et parfois même, on n'a pas d'enfants vers les revenus les plus bas. Et du coup, c'est très intéressant ce que ça crée. Il y a aussi un aspect de ce livre qui peut plaire, c'est l'aspect commère. Donc c'est l'aspect, j'imagine, qui se détériorera le plus vite. C'est-à-dire que dans 50 ans... moi, je lis ce livre, je décode, en fait, tout le temps. Christophe 254, tout de suite, je me rends compte que c'est Tarkos. Laura 1600, tout de suite, je me rends compte que c'est Laura Vasquez. Sylvain 720, que c'est Sylvain Courtois. Donc des gens dont je lis les bouquins. Voilà. Mais dans 50 ans, plus personne décodera ça. On n'aura plus les clés de lecture. Donc il y a l'aspect un peu commère là, qui joue aussi dans le plaisir de lecture. Évidemment, c'est pas ce qu'il faut souligner en premier lieu, ce serait très très mal vu. Donc voilà, c'est de la poésie dispositive. Christophe Hanna fait partie de ces gens avec l'œil bovissime, semble-t-il, qui théorise le fonctionnement de la poésie comme le fonctionnement du virus informatique. Donc l'idée qu'on va... un peu comme un virus. Un virus, il se présente sous la forme d'un mail normal, et puis en fait, il contient un piège. Et l'idée, c'est que la poésie va emprunter des formes qui ne sont pas poétiques, mais que, en produisant un petit décalage, elle va produire autre chose. Alors, est-ce que c'est la poésie virus, ça ? Quelle forme ça peut mimer ? Peut-être l'enquête sociologique, j'en sais rien. Bref, je ne sais pas. J'ai adoré ce livre et la question de savoir si c'est de la poésie n'est peut-être pas la plus pertinente.
j'ai un autre recueil de poèmes à vous présenter, mais je voulais juste un peu faire du méta. Désolée si c'est chiant, vous pouvez sauter. Ce que je voulais dire, c'est que moi, la poésie, en fait, et c'est la raison pour laquelle je ne vous présente que 2 recueils de poèmes, de livres de poésie, pardon, je n'ai pas l'habitude de la lire dans des livres. Et je n'ai pas l'habitude de la lire dans des grands ensembles. Mes habitudes de lecture ont pris source sur Internet. En fait, pendant 10 ans, enfin depuis 10 ans, je lis de la poésie écrite par des amateurs et des amatrices, c'est dit, sur un forum d'écriture. Et donc je lis un poème à la fois, je lis les derniers poèmes publiés. C'est un peu un mode de lecture feuilletonesque, comme dans les romans feuilletons du 19e siècle. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec les livres de poèmes, ça m'intimide, je sais pas dans quel sens les prendre. Je sais que c'est quelque chose d'assez courant, c'est rare les gens qui lisent les recueils de poésie linéairement. Mais voilà, du coup j'aime beaucoup les revues de poésie, et notamment les micro-revues. Je pense à la micro-revue Muscle de Laura Vasquez qui juxtapose 2 poèmes, pas plus, et à la revue Réflecteur de la neige de Manon Thierry, où c'est même un seul poème et une illustration. Et quand je reçois du coup une micro-revue avec 1 ou 2 poèmes, je suis contente parce que je retrouve en fait des pratiques de lecture que je connais et avec lesquelles je sais composer. Les livres de poésie, j'en achète plein, et puis en fait je les feuillette, mais je les lis très rarement en entier. Et je lis beaucoup de poésie sur internet en fait. Des poèmes qui sont partagés sur Twitter ou des choses comme ça. Mais il y en a un de recueil que j'ai fini par lire en entier cette année, parce que ça a été un espèce de déferlement en fait incroyable. Ce sont les Odes de Sharon Olds, qui est une poétesse américaine contemporaine, ici dans la traduction de Guillaume Condello aux éditions du Corridor Bleu, dans la collection Sing, qui est une collection dirigée par Pierre Vinclair. Et un petit mot sur la traduction, elle est extraordinaire. J'ai lu certains des poèmes en VO. Je ne serais pas capable, en fait, étant trop mauvaise en anglais, de faire la comparaison entre... Voilà. Mais moi, je sais qu'elle est extraordinaire parce qu'en fait, sur le plan du rythme et des sonorités, c'est super travaillé. Et ça peut venir que de la traduction, pardon. Et moi qui ai vraiment une oreille musicale en poésie, je suis assez subjuguée souvent. Donc pourquoi est-ce que j'ai aimé les odes ? Première chose, ces odes de Sharon Olds, ce sont des odes, donc ce sont des poèmes lyriques, élégiaques, adressés à des choses. Quel type de choses ? C'est là que c'est assez rigolo. C'est beaucoup adressé à des parties du corps et notamment à des organes génitaux, donc du corps masculin ou féminin. Et c'est aussi beaucoup adressé à des choses que communément on ne voit pas forcément comme des choses positives. Je pense à l'ode à mon coup de vieille ou l'ode à mes vergetures ou au choc toxique. Mais pourtant ce sont vraiment des odes, hein. C'est pas comme les éloges paradoxaux en fait. C'est très très sincère. Et donc elle célèbre dans ses poèmes toutes ces choses-là avec beaucoup d'humour, beaucoup de gravité aussi. Il y a notamment un truc qui flotte dans tout le recueil, c'est la peur ou la présence ou l'existence du viol quand on est une femme. Je pense notamment à l'ode au camping en Nouvelle-Angleterre, où elle rêve en fait de partir seule pendant tout un été avec un sac à dos, des boîtes de nourriture lyophilisée ou de conserve, je sais plus, et de se promener comme ça dans la forêt. Et puis à un moment, elle réalise qu'en fait, c'est pas possible parce qu'elle aurait trop peur de se faire violer et de se faire assassiner. Et c'est toujours fait de façon très subtile, parfois dans des odes très joyeuses. Ça vient pas casser l'ambiance, hein, parce qu'on reste joyeuse, n'est-ce pas ? Mais ça fait partie de ce genre de lecture dont je me dis que peut-être ça peut beaucoup apporter à des lecteurs hommes de percevoir cette espèce de ver dans le fruit qui existe dans l'existence des femmes, notamment lorsqu'elles sont confrontées à l'espace public. Voilà, à cette peur en fait qui est toujours là sous-jacente. Et ça la donne, j'ai l'impression, à sentir.
Il y a plusieurs autres choses que je voulais dire sur les odes. Alors moi, la première chose qui m'a bouleversée dans ces odes, c'est la manière dont Sharon Olds composait avec des strates de nos existences dont on aurait traditionnellement plutôt honte, en fait. Et elle, en fait, elle va les accepter. C'est très flou pour l'instant, je vais expliquer ce que je vais dire. En fait, il y a notamment 2 odes à l'hymen. Alors l'hymen, qu'est-ce que c'est ? C'est cette partie du corps féminin qu'on a beaucoup associée au mythe de la virginité et qui a permis en fait aux hommes d'avoir un ascendant sur le corps des femmes. Il fallait pas qu'elles percent leur hymen, etc. Beaucoup de jeunes femmes, encore aujourd'hui, et dont je fais partie, ont été élevées avec ce mythe-là en tête et ont vécu leur premier rapport sexuel comme le moment où on allait briser l'hymen et où on allait devenir femme. Donc il y avait un petit côté initiatique aussi dedans. Et beaucoup de femmes de ma génération, de la sienne, ont ensuite été baignées par des discours féministes qui leur disaient non mais l'hymen c'est juste organique, faut pas l'associer à la virginité, etc., etc. Puis en plus souvent on le perce avant le premier rapport, et puis qu'est-ce que ça veut dire le premier rapport ? C'est pas forcément pénétrant, et ta. Et on se dit mince, j'ai été aliénée, c'est terrible, et on a ces souvenirs-là qui sont comme des souvenirs condamnés parce que la manière dont on les a vécus à l'époque était une manière aliénée. Et Sharon Olds, ce qu'elle fait, et qui est merveilleux et très très consolateur, c'est qu'elle fait exister ensemble ces plusieurs strates, ces plusieurs temporalités de nos itinéraires de femmes, enfin d'être socialisées comme des femmes. D'ailleurs, moi, ça m'a frappée parce que j'ai lu, il me semble, une critique sur le web, une recension où la personne reprochait à Sharon Olds d'avaliser en fait les mythes autour de l'hymen et de la virginité, en lui disant que c'était quand même un peu limite, pas très féministe, etc. Et moi, je l'ai pas du tout lu comme ça. Et il y a eu plein d'occurrences de ce fait-là dans mes lectures des odes, où je me suis dit c'est vraiment merveilleux de réussir à juxtaposer des expériences du monde différentes, antagonistes. Il ne s'agit pas du tout de dire que ces étapes antérieures qu'on a franchies depuis longtemps et dans lesquelles on était aliéné étaient préférables ou même étaient acceptables, mais il s'agit de ne pas en vouloir à la personne qui les a vécues, parce qu'elle fait aussi partie de nous. C'est très niais ce que je dis, mais c'est très très puissant la manière dont ça fonctionne dans les odes. Oulala, déjà 32 minutes. Je suis plus longuette que la première fois. Et j'avais encore une ou deux choses à dire à propos des odes. Moi, ce que j'ai trouvé formidable dans le travail de Sharon Olds, c'est la manière dont elle travaille la position d'énonciation lyrique. Alors, en fait, dans la poésie amoureuse, la poésie lyrique, depuis bien des siècles, on a une position d'énonciation classique, topique, avec un homme qui est sujet de l'énonciation et qui est désirant, et une femme qui est objet de l'énonciation et qui est désirée, et souvent objectifiée à travers son corps. Ça, c'est le gros classique, et si vous avez un peu lu des poètes hommes hétérosexuels, vous devriez très bien voir de quoi je parle. C'est notamment ces fameuses séquences qu'on étudie au lycée, la femme et la poésie, la muse, super. Voilà. Et du coup, c'est parfois compliqué quand on est une poétesse, qu'on soit ou non hétérosexuel d'ailleurs, de composer avec cette position d'énonciation, parce qu'on ne peut pas écrire en faisant table rase du passé, on s'insère toujours dans une tradition. Et quand cette tradition-là, elle est constituée à 99% d'hommes hétérosexuels qui écrivent sur leur muse, comment on fait en tant que femme en fait ? Comment on se positionne ? Il me semble que c'est Christine Planté, une chercheuse de Lyon, qui avait travaillé là-dessus à partir de 3 poétesses du 19e siècle, en montrant quelles étaient leurs stratégies respectives, que ce soit se genrer au masculin, ou que ce soit invoquer des figures mythiques de la lyrique amoureuse féminine comme Sappho, enfin voilà. En fait, Sharon Olds, elle est très très joueuse, elle est très intelligente dans la manière dont elle met ça en place, parce qu'elle est toujours en train de jongler avec ces trucs-là, sujet-objet,
Notamment, elle s'adresse au pénis, dans l'ode au pénis, en lui disant « Oh toi... Alors, je vais vous lire. Page 17. Quelqu'un m'a dit que quand j'écris sur les hommes, j'en fais des objets. Ah tiens. Curieux reproche. Alors dis-moi, ô idée universelle du pénis, est-ce que ça te dérange d'être objet d'attention? Vous voyez comme elle est joueuse en fait. Toi qui te dresses en esprit, en érection ou non, jeune ou vieux, derrière toutes tes représentations. Donc elle remonte à Platon. Et elle est très taquine souvent avec ce truc. Elle met en scène des hommes qui lui reprochent en fait d'objectifier les hommes dans sa poésie. Et c'est quand même assez marrant. Et elle essaye de produire une position intermédiaire. Voilà. Dernier petit point. En fait, j'ai lu dans plusieurs des recensions des odes, qui sont toutes presque unanimes. C'est vraiment un recueil qui a été très apprécié en France. Donc j'ai lu dans plusieurs des recensions des gens qui formulent les choses de manière un petit peu prudente, comme ça, en disant « Oui, c'est vrai que Sharon Olds parle beaucoup de trucs de femmes, mais attention, sa poésie est universelle parce qu'elle parle aussi de ceci et de cela. » J'ai été un peu dérangée par ce genre de discours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment dire ? Parler d'utérus, c'est parler de quelque chose d'universel. C'est parler de quelque chose qui touche l'humanité dans son entier. C'est pas un truc de femme dont il faudrait s'excuser. Ou alors, il faudrait considérer que les thèmes abordés par les écrivains hommes ne sont pas des thèmes universels. Un thème est toujours soit situé, soit universel. Donc soit tous les thèmes sont universels, soit ils sont tous situés et l'universalité n'existe pas. Mais pour moi, en fait, ce truc un peu frileux de dire les trucs de femmes, c'est pas universel, mais il y a aussi des trucs universels dans sa poésie, en fait, c'est une lecture de l'histoire littéraire par les thèmes qui est quand même une lecture assez sexiste. Voilà. Et ça me fait repenser à... Je crois que c'était une anecdote... qui était notifiée sur la page Wikipédia française de Sharon Olds, qu'un jour un éditeur de poésie à qui elle avait envoyé quelques poèmes lui avait dit qu'il fallait qu'elle arrête de parler de ses enfants parce que c'était pas des sujets de poésie. Voilà. Il y a encore du chemin à faire. Mais en tout cas, merveilleuse traduction, merveilleuse poésie, c'est intelligent, c'est joyeux, c'est féministe, sans être comme parfois la poésie militante, une répétition des thèmes militants mis en vers avec 2-3 rimes. Non, c'est très très réellement féministe avec ce travail dont je vous ai parlé. Bref, j'ai été beaucoup trop longue. Voilà, du coup je reviendrai avec une petite vidéo de bilan de l'année 2020 à propos de textes plus fictionnels.